Cette L'intelligence conférence va émotionnelle. maintenant être enregistrée. Bienvenue à la conférence sur l'intelligence émotionnelle au service de votre carrière. Donc, comme vous venez de l'entendre, la conférence va être enregistrée, donc ça veut dire qu'il y aura un replay que vous pourrez écouter ou partager par la suite avec des personnes qui pourraient en bénéficier. Donc, quels sont les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui? On va voir donc qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, bien sûr. On va voir pourquoi est-ce que c'est important. On va explorer les 4 piliers de l'intelligence émotionnelle qui sont la conscience de soi, la conscience des autres et aussi la gestion de soi et la gestion de ses relations. Et enfin, on va découvrir des trucs et des astuces pour améliorer son quotient émotionnel puisque c'est un petit peu le but de la conférence aujourd'hui. Donc, qui suis-je? Donc, je m'appelle Birgit Walsh, je suis coach professionnel et je suis certifiée Master Coach ICC et je facilite aussi des ateliers Lego Serious Play. Je fais du coaching aussi avec ce type d'outils parce que j'aime apporter un petit peu un côté ludique et un côté plaisir dans tout ce qui est travail. Donc, j'accompagne les personnes et les équipes vers plus d'efficacité et de bonheur au travail. C'est un thème qui me tient à cœur parce que je me suis longtemps cherchée dans ma carrière et j'ai commencé dans le marketing et la communication dans lequel j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans différents pays, notamment en Australie, en Suisse et en France, bien sûr. J'ai commencé à la Française des Jeux. Ensuite, j'ai travaillé chez Otis, Schneider Electric et Airbus. Et Roche pour mon dernier poste. Euh, donc depuis 2015, je me suis reconvertie enfin 2014, j'ai commencé ma formation et en 2015, j'ai réellement commencé à travailler dans le domaine. Mais pendant tout au long de ma carrière a été ponctuée par des gros ras-le-bol, des gros changements. Donc je suis partie faire, alors que je travaillais à la Française des Jeux, je suis partie un petit peu sur un coup de tête entre deux contrats pour aller faire un tour du monde en solo. Bah, ça a été une bonne chose pour moi puisque c'est là où, en plus de l'expérience de vie, ça a été aussi le moment où j'ai rencontré mon mari qui est irlandais et nous sommes rencontrés donc au cours du voyage et c'est ça qui a fait que j'ai fini par m'installer en Australie pendant 7 ans. Et donc, je suis revenue en France en 2010 et ensuite, je suis repartie en 2014 en Chine. Donc voilà, beaucoup de mouvements professionnels et aussi beaucoup d'enrichissement personnel grâce au voyage et à une exposition à différentes cultures. Il y a quelqu'un qui a dû allumer son micro. Si vous pouviez l'éteindre, ce serait super. Merci beaucoup. Donc maintenant, je voudrais vous poser une question. Et là, Nathalie, si tu veux me donner un petit peu à la fin ce qui a été dit, je voulais vous poser la question, est-ce que vous connaissez des personnes brillantes, et peut-être que c'est vous d'ailleurs, qui n'ont pas le succès qu'elles méritent? Et c'est justement, donc je vous laisse 3 minutes pour peut-être, enfin une ou 2 minutes pour répondre. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont un très fort quotient intellectuel, qui sont extrêmement intelligentes, qui ont énormément de capacités, mais qui pourtant ne vont pas avoir de succès dans le cadre professionnel ou même relationnel. Est-ce que vous en connaissez? Alors, Nathalie, est-ce qu'il y a une tendance dans les réponses? Alors, je vais Pardon, regarder j'avais le moi-même. micro coupé. Ah oui, donc c'est plutôt oui. Non, il n'y a pas de souci. Bah, une bonne dizaine de personnes déjà, oui, qui ont D'accord, répondu. d'accord. Donc oui, donc Et ça continue. ouais, beaucoup de personnes, on connaît tous, je pense, quelqu'un où on se dit quand même, c'est dommage parce que cette personne avait tout pour réussir et pourtant, ce n'est pas le cas. Et justement, c'est la question que se sont posées de nombreux chercheurs, notamment des psychologues, et c'est à cause de ce constat justement que les psychologues sont penchés sur l'existence d'autre chose que le QI. Parce que jusqu'à présent, en tout cas le siècle dernier, et même encore dans notre éducation que l'on reçoit encore aujourd'hui, l'emphase est vraiment portée sur le quotient intellectuel et sur la logique,
la capacité à résoudre des problèmes, la capacité à réfléchir, donc tout ce qui est raisonnement. Mais quand même, du coup, à cause de ce constat, des psychologues se sont penchés sur la question et ils ont découvert cette notion d'intelligence émotionnelle et ils ont décrit donc dans plusieurs ouvrages. Donc c'est en 1990 qu'est apparue pour la première fois cette notion et c'est Peter Salovey et John Mayer qui ont écrit un papier sur l'intelligence émotionnelle, une publication sur l'intelligence émotionnelle qui s'appelait Emotional Intelligence, Imagination, Cognition and Personality. Et en 1995, c'est Daniel Goleman, je pense que les personnes qui sont un petit peu familières avec ce concept d'intelligence émotionnelle connaissent sans doute son nom, puisque c'est lui qui a popularisé ce nouveau quotient, ce quotient émotionnel, en plus du quotient intellectuel. Maintenant, encore une autre question pour vous. Donc, Nathalie, tu pourras ouvrir ton micro. Est-ce que les émotions vous ont-elles déjà joué des tours? Que ce soit dans des décisions... Ça va très vite, mais je vois que des oui. Oui, d'accord. Il y a beaucoup, beaucoup de retours, mais oui. des oui, des oui, D'accord, des oui. D'accord. Donc, c'est vrai que nous sommes tous humains, nous sommes tous guidés par nos émotions et parfois à mauvais escient, à tort. Parfois, on prend des décisions très rapidement à cause de nos émotions qu'on va regretter par la suite. Des fois, on va dire des choses que l'on ne désire pas dire. Parfois, on va être pris par des émotions comme l'anxiété, la peur et qui vont complètement nous paralyser. Donc, nous avons tous, je pense, des expériences de vie, et je pense qu'elles sont nombreuses, où nos émotions ont complètement pris le pas sur notre raison. Et c'est pour ça qu'il va être intéressant de muscler son quotient émotionnel. Et ce qui est intéressant par rapport au QI, c'est que le quotient émotionnel, il va y avoir une plus grande plasticité et on va pouvoir l'augmenter de façon beaucoup plus significative que le QI. Le QI, il reste quand même assez stable tout au long de sa vie. Donc, le quotient émotionnel, par contre, c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir travailler. Donc, ça, c'est la très, très bonne nouvelle. Ce qui se passe dans notre cerveau quand on a une émotion, c'est le cerveau limbique qui va être le siège de toutes les émotions. Et quand une information, un signal, un stimuli va arriver chez nous, ça va d'abord arriver dans notre cerveau limbique et ça va complètement court-circuiter notre néocortex. Ça va complètement le paralyser. C'est pour ça que quand on est pris dans des moments si par exemple on doit faire une présentation, donc comme je le fais aujourd'hui, mais il faut de la pratique après pour réussir à ne pas avoir de blanc, mais des fois ça arrive encore. Hein. Donc, des fois, la peur ou l'anxiété va complètement nous paralyser. On va se retrouver à ne pas pouvoir parler. Et ça dans plein d'autres situations. Ça, c'est juste un exemple. Le cerveau reptilien, lui, c'est notre cerveau qui va contrôler toutes nos fonctions organiques. Donc, respirer, on n'a pas besoin d'y penser. Respirer, tout ce qui est fonction de digestion, etc. Donc, ce sont les fonctions complètement inconscientes. Le cerveau limbique, ça va être le siège de toutes les émotions et c'est lui qui va analyser en priorité le danger ou non d'une situation. Parce que c'est ce à quoi elles servent en général les émotions. Et le néocortex, c'est le siège de la raison et c'est lui qui va nous permettre de réfléchir et de voir si cette information arrivée par le cerveau limbique est valide ou non et si elle mérite. Mais des fois, on va être complètement paralysé et on va être complètement pris par l'émotion et le néocortex va complètement être court-circuité. Donc, l'intérêt de l'intelligence émotionnelle, ça va être de pouvoir faire dialoguer la raison et les émotions, d'avoir un vrai dialogue, d'avoir une vraie connexion, et ça se travaille, les connexions dans le cerveau, ça va être d'avoir cette connexion entre le néocortex et le cerveau limbique. Et c'est ce qu'on va voir par la suite, comment est-ce qu'on va pouvoir renforcer ces connexions. Parce que quand on utilise, par exemple, le cerveau d'Einstein, quand il a été analysé par les scientifiques après sa mort, ils se sont rendus compte que son poids, sa taille était tout à fait régulière, mais ce qui avait de différent par rapport à un cerveau commun,
par rapport à son cerveau de génie, c'est qu'il avait beaucoup plus de connexions. Et là aussi, on va vouloir faire des connexions entre notre cerveau limbique et notre cerveau, notre néocortex. Donc maintenant, on va voir quels sont justement les 4 piliers de l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle et du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir l'améliorer? Donc l'intelligence émotionnelle, elle consiste en 4 grands piliers qui vont être divisés entre des compétences personnelles et des compétences sociales. Donc les compétences personnelles, ça va être la conscience de soi. Donc, par exemple, pouvoir nommer ses émotions, reconnaître ses programmes internes, par exemple ses pensées, comprendre ses besoins. Et ensuite, la gestion de soi. Donc, il y a d'un côté ce que je perçois et de l'autre côté ce que je fais. Donc, comment est-ce que je gère justement ce que j'ai perçu? Comment est-ce que je gère mes émotions? Comment est-ce que je me contrôle? Donc, ça va être le contrôle de ces émotions et l'attention sur le long terme, plutôt que le court terme. Ensuite, les compétences plus sociales, ça va être la conscience des autres, avec une bonne écoute, une bonne observation, la compréhension des émotions de l'autre, la compréhension de ses réactions, de ce qui se passe un petit peu chez l'autre, et pouvoir comprendre le point de vue de l'autre et aussi se mettre à sa place. Et donc, qu'est-ce que j'en fais de ces informations? Eh bien, ça va être d'établir des bons rapports, d'avoir une communication adaptée et de savoir gérer les conflits. Donc, ça sont les 4 grands piliers de l'intelligence émotionnelle. Et on va voir ces piliers en détail pour justement pouvoir y travailler et pratiquer pour pouvoir renforcer notre quotient émotionnel. Donc, on commence par le premier pilier qui est la conscience de soi. Donc, la première chose dans la conscience de soi, ça va être de reconnaître nos programmes. Qu'est-ce que je veux dire par nos programmes? C'est qu'on est tous façonnés, conditionnés par déjà notre culture et notre éducation. Nous avons tous, je ne sais pas si vous le savez, je vais peut-être vous poser la question, peut-être s'il y en a qui connaissent la réponse. À votre avis, combien avons-nous de pensées par jour? Des milliers pour Gaël, beaucoup. 10 Ah, 000, 60 000, 2 000, alors, des milliards. alors, je viens de voir que certaines personnes avaient la bonne réponse. En effet, c'est 60 000, donc on a plus de 60 000 pensées par jour. Et ce qui est intéressant avec ces pensées-là, c'est que 70%, plus de 70% de ces pensées qu'on a tous les jours, donc plus de 70% des 60 000 pensées sont les mêmes que la veille. Donc chaque jour, on va répéter les mêmes schémas, on va avoir les mêmes choses les mêmes pensées qui vont nous arriver dans la tête. Et ça va façonner qui on est et ça va façonner aussi notre perception de la vie et la perception de, de nos interactions, de tout ce qui nous entoure. Parce qu'il y a autant d'informations quand on perçoit quelque chose, il y a moins d'informations qui vont vers notre cerveau que l'inverse en fait. Ce qui se passe, c'est que le cerveau, il essaye d'interpréter ce que nous voyons. Et son interprétation, elle se fait par rapport à ses programmes internes et à ce qu'il connaît. Donc notre culture et notre éducation, nos codes, les codes éthiques, les codes, la politesse, etc., ce qui se fait, ce qui se fait pas, tout ça, ça va être conditionné par comment on a été élevé et aussi la culture d'un pays ou la culture même mondiale. Il y a aussi une culture globale qui est là. Et la pensée collective, nos valeurs, nos habitudes. Par exemple, si je donne un exemple, ce qui est acceptable dans certains pays, ça n'est pas forcément dans d'autres. En France, on aime bien pour se connecter, par exemple, à l'autre, c'est pas forcément mal vu de râler. Enfin, pour beaucoup, c'est assez dans la culture de dire oh là là, oui aujourd'hui, ça permet d'avoir une connexion de râler pour certaines personnes. En tout cas, on a cette réputation-là. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais ça peut être une valeur ou une habitude qui peut être culturelle. Donc râler, ça peut être acceptable puisque c'est un moyen de connecter, de dire oh là là, vous avez vu comme il fait moche aujourd'hui, vous avez vu le gouvernement ce qu'il fait, et ça nous permet d'avoir une connexion à l'autre. Dans d'autres cultures, les personnes qui râlent, qui se plaignent souvent, ça peut être très très dérangeant.
Donc, il y a des choses qui sont tolérées, ou de toucher la tête d'un enfant, c'est accepté dans beaucoup de cultures, mais ça ne l'est pas dans d'autres. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont acceptables dans certaines cultures, et notre perception de ce qui est bien ou mal est totalement différente pour d'autres. Notre langage aussi va beaucoup façonner comment est-ce qu'on perçoit le monde, comment est-ce qu'on vit certains événements. Et donc, du coup, va façonner nos émotions, bien sûr, parce que la façon dont on vit un événement, ça va avoir un impact sur nos émotions. Si dans mon langage, j'emploie souvent les choses comme il faut, je dois, je suis contraint de, on va avoir une tendance à... Je vais juste... Voilà. Si je dis il faut, je dois, excusez-moi, je viens de couper justement le chat parce que ça me perturbait. Donc, je dois, il faut, je suis contraint de. C'est un langage qui va faire en sorte que l'on va se sentir contraint, et on va pas faire les choses avec plaisir. On va faire les choses un petit peu à reculons, et on va pas avoir une attitude positive à ce que l'on a à faire, ou ce que l'on doit faire, ou à une tâche. Si au contraire, je me dis souvent je peux, j'ai choisi, je veux, j'ai décidé, là, on va avoir une attitude beaucoup plus proactive et une motivation qui va être qui va être accrue. Donc, ça va aussi changer notre émotion dans le sens où on va être beaucoup plus motivé à faire les choses, et on va être beaucoup plus positif par rapport à cette situation ou à cette chose que l'on doit faire. Mais quelque part, il y a toujours des choses que l'on doit faire, mais on peut aussi choisir de ne pas vivre les conséquences de ne pas le faire. Donc, à la fin, ça reste quand même quelque part un choix. Et c'est une attitude qui va être beaucoup plus productive de dire j'ai choisi de ne pas avoir les conséquences de ne pas faire ma déclaration d'impôt, par exemple. Donc, je choisis de la faire puisque je ne veux pas avoir les conséquences de ne pas la faire. Voilà. Donc, ça, c'est un petit exemple de choix de vocabulaire qui va, du coup, beaucoup affecter notre perception de ce que l'on vit au jour le jour. On va se sentir beaucoup plus proactif et de vivre avec des choix si on choisit bien notre langage. Aussi, là, je vais vous citer notre perception du monde, et donc nos émotions vont beaucoup dépendre de notre point de vue. Donc, je vais vous présenter une petite histoire qui est souvent mentionnée dans les écoles de commerce. C'est un chef d'entreprise qui envoie 2 de ses stagiaires dans le Pacifique pour aller voir quel est le marché c'est un fabricant de chaussures, ce monsieur, pour justement développer le marché dans une île dans le Pacifique. Donc, il envoie 2 stagiaires, et les 2 stagiaires reviennent de cette île du Pacifique, et le premier dit non, mais ça va pas marcher du tout, ça va pas être possible parce que là-bas, personne ne porte de chaussures. Et le deuxième étudiant, stagiaire, revient en disant mais c'est génial, personne ne porte de chaussures là-bas, donc du coup, il y a un marché énorme. Donc, on a là 2 personnes qui ont vu la même chose, qui ont vécu la même situation, mais qui pourtant ont une interprétation de celle-ci qui est complètement à l'opposé. Donc, dans toute situation, il faut se dire qu'il y a toujours il y a toujours différents points de vue, et on peut tous vivre la même situation et avoir une perception totalement différente de celle-ci. Donc, à partir du moment où on reconnaît quels sont nos programmes qui sont dus à notre culture, à notre éducation, ou au fait que l'on pense souvent toujours les mêmes choses, qu'on se ressasse les mêmes choses. Si je me dis constamment « Oh, je suis nulle en maths », bon, bah oui, c'est une croyance qui va rester et qui va être que prouvée puisque c'est vous qui le dites. C'était Henry Ford qui disait que vous pensiez que vous pouvez ou que vous pensiez que vous ne pouvez pas, dans les 2 cas, vous avez raison. Donc, c'est tout à fait ça. Le fait de reconnaître nos programmes vont vraiment affecter la façon dont on vit chaque situation. Ensuite, la deuxième chose pour pouvoir être conscient de nos émotions et d'avoir une vraie conscience de soi, ça va être de pouvoir nommer nos émotions. Bien souvent, on passe nos journées complètes avec des émotions fluctuantes, et des fois, on a la même qui reste pendant toute la journée. On va avoir une sensation de vide, une sensation de tristesse. Et si on ne met pas le doigt dessus, on va avoir un comportement qui peut gêner les autres, mais sans s'en rendre compte.
Et donc, du coup, un outil qui peut aider pour cela, c'est la roue de Plutchik. Donc, il a créé cette roue qui va vous permettre de nommer chaque émotion et de pouvoir, si vous regardez bien la roue, à chaque fois, il y a l'opposé. Il y a, donc, par exemple, l'opposé de l'extase, ça va être le chagrin. L'opposé de la joie, c'est la tristesse. Voilà. Donc, chaque dimension de la roue, de l'autre côté, il y a l'opposé. Donc, si on arrive à pointer l'émotion que l'on ressent, donc euh, chaque jour prendre une pause et se dire tiens, qu'est-ce que je ressens aujourd'hui, quel est mon état émotionnel? Ah, je ressens de l'anticipation, par exemple. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais si par exemple on ressent de l'anxiété par exemple, on peut se poser la question comment est-ce que je peux changer mon état d'esprit et aller vers un état un petit peu plus positif. Et bien souvent, le fait de reconnaître son émotion, ça va permettre justement de la diffuser. Euh, et l'idée, c'est pas de les refouler, c'est vraiment de la prendre et de l'interpréter comme un message, puisque c'est exactement ça, une émotion. Une émotion, c'est justement un message. Donc, comprendre nos émotions sans jugement, donc l'idée, c'est de les laisser venir, de pouvoir les accepter et ne pas tenter de les refouler. Et aussi de ne pas culpabiliser pour les émotions qu'on a. C'est tout à fait normal parfois d'éprouver de la colère, d'éprouver de la tristesse. Il n'y a aucun mal à ça. Et justement, l'émotion est là pour nous guider vers ce que l'on doit faire. Si je ressens de la colère, qu'est-ce que je dois faire? Je dois essayer d'aller prendre l'air pour aller me calmer. Si je ressens de la tristesse, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que je peux mettre une musique gaie et essayer. Donc, tout ça, ce sont des messages, ou alors je peux prendre le téléphone pour aller parler à quelqu'un. Ce sont des messages pour dire, tiens, là, peut-être qu'il faut que tu fasses quelque chose. D'ailleurs, j'en ai pas encore parlé, mais émotion, ça a une racine latine qui vient de movere, qui est mouvoir, qui vient de mouvoir du coup, et qui veut dire mouvement. Donc l'émotion, elle est là pour nous mettre en mouvement. Ça reste un message qui nous indique qu'il faut se mettre en mouvement. Le problème, c'est que bien souvent, on a des émotions et on les remarque pas, on les laisse pourrir en nous des fois, ou on les laisse stagner en nous sans s'en rendre compte. Et parfois, on va être parfois d'humeur exécrable avec les autres sans que nous-mêmes nous en rendions compte. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre l'accent sur quelle est mon émotion aujourd'hui et ne pas se juger, se dire voilà, elle est là, quel est le message? Et plus on va s'exercer à cela, plus on va apprendre à décoder quelles sont les réactions de notre corps. Des fois, on a même des mots physiques qui vont pouvoir nous indiquer quelle est notre émotion. Ça peut être un petit peu tendu au niveau de la poitrine, ça peut être de ne pas respirer de manière profonde, ça peut être des maux de dos, des maux de tête. Donc tout cela, ça peut être vraiment des messages sur nos émotions. Et une fois qu'on a le message aussi, on peut en découvrir la cause. Donc bien souvent, quand on a des émotions de peur, ça vient par exemple d'un danger ou de quelque chose d'inconnu. La terreur, donc là encore plus exacerbée, ça vient d'un danger imparable, quelque chose d'un peu plus immédiat qui nous paralyse. Ensuite, la colère, ça vient souvent de frustration, d'injustice, de blessures. Ça peut être de blessures présentes, mais aussi celles du passé qui peuvent ressurgir. La rage, donc là, c'est vraiment une notion d'impuissance. C'est quand on est en colère, mais on a l'impression de ne pas pouvoir y faire quoi que ce soit. La tristesse, bien souvent liée à de la perte ou une séparation. Le dégoût, là, ça vient souvent de la nocivité. Ça peut être nocivité d'une personne. Et aussi, les personnes qui ont subi des abus, qu'ils soient sexuels ou verbaux, peuvent ensuite ressentir cette idée de dégoût. La joie, donc qui vient de la réussite, de nouvelles rencontres, et la surprise, donc ça peut être la nouveauté, la soudaineté. Donc ça peut être surprise positive ou négative. Donc c'est intéressant de connaître d'aller vers la racine de nos émotions et d'aller vers les causes pour pouvoir
prendre de la distance par rapport à cette émotion et pouvoir l'observer et la laisser passer. Ce qui va être aussi important pour la conscience de soi, c'est de pouvoir comprendre nos besoins. Quand on comprend nos besoins, on va pouvoir les assouvir et aussi on va pouvoir comprendre que certaines émotions, elles viennent bien souvent de besoins qui ne sont pas satisfaits. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec la pyramide de Maslow. Donc, Maslow, le siècle dernier, avait établi cette pyramide, cette hiérarchie des besoins. Et ce qui est intéressant avec cette pyramide, c'est qu'il va définir qu'on a tous 5 besoins principaux, primaires, mais que l'on va devoir s'attaquer à ce qui est en bas de la pyramide pour pouvoir avoir des besoins supérieurs entre guillemets. Mais donc du coup, si je n'ai pas rempli mes besoins physiologiques, bah, je vais rester là. Par contre, si mes besoins physiologiques sont couverts, donc j'ai de la nourriture, voilà, je peux boire, du coup, je vais avoir des besoins supérieurs. Donc ensuite, ça va arriver aux besoins de sécurité. Donc je vais avoir besoin d'avoir un logement, je vais avoir besoin d'avoir un salaire qui tombe tous les mois. Donc une fois que ce besoin de sécurité est assouvi, on a un besoin d'appartenance et un besoin d'estime. Donc là, je les regroupe, ce sont des besoins émotionnels. L'idée, c'est d'appartenir à un groupe, à une société. Donc ça peut être une entreprise, ça peut être des clubs divers, un statut social, par exemple, et ça peut être l'envie d'estime de ses clients, de la hiérarchie, des choses comme ça. Donc, au fur et à mesure, donc une fois que j'appartiens à un groupe, du coup, je vais avoir besoin d'estime et ensuite, je vais avoir besoin de m'accomplir. Donc là, le besoin d'accomplissement, c'est un besoin un petit peu plus spirituel. C'est le développement personnel. Et donc, j'imagine que si beaucoup d'entre vous sont aujourd'hui sur cette conférence, c'est que vous avez un besoin de vous accomplir et le besoin de vous développer personnellement, de grandir, d'apprendre, de se dépasser, de s'accomplir et puis de s'améliorer parce qu'on a tous, personne n'est parfait, on a tous toujours des domaines où on a besoin d'apprendre et de s'améliorer. Donc ça, le besoin de s'accomplir, on peut en arriver là que si nos besoins physiologiques sont remplis, parce que je vais pas avoir envie de m'accomplir si j'ai rien à manger et si je n'ai rien à boire. Tout ce je vais vouloir, c'est d'avoir mes besoins primaires qui vont devoir être remplis. Donc on peut très bien être en haut de la pyramide, mais se retrouver en bas s'il y a des crises qui arrivent. Donc on fluctue, il n'y a pas une personne qui reste à un endroit ou à un autre. On fluctue en fonction de ses besoins. Mais de pouvoir se situer à un moment T, ça va pouvoir nous aider à se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis frustrée? Ah, mais c'est parce que par exemple, mon patron ne m'a pas remercié pour ça. Et du coup, j'ai un petit peu de colère. Et c'est pour ça que j'ai un peu de ressentiment. Donc, si on arrive à analyser pourquoi, quel est le besoin qui n'est pas rempli et pourquoi on ressent ce ressentiment, on va pouvoir tacler, déjà prendre de la distance et on va peut-être aussi pouvoir régler le problème en ayant un dialogue tout simplement avec son patron, par exemple. Donc, de pouvoir comprendre nos besoins, ça nous permet de pouvoir comprendre mieux nos émotions, d'où elles viennent et pourquoi parfois nous ressortons certaines frustrations. Maintenant, je vais vous poser une question et ça s'adresse surtout à ceux qui ont participé à la conférence de la semaine dernière. Est-ce que ces 3 points, justement, que je viens de mentionner, donc par exemple nos pensées, nos émotions et nos besoins, vous rappellent quelque chose? La CNV qui arrive. Tout à fait. Donc, c'est exactement ça. C'est justement les 3 premières étapes de la CNV. C'est vraiment la conscience de soi. Ça appartient à l'intelligence émotionnelle et ça va être la première étape de la communication, enfin les premières étapes de la communication non violente. Donc, si on a en général, les gens qui ont un fort quotient émotionnel vont avoir une excellente communication.
parce qu'ils ils vont avoir ces 3 étapes déjà couvertes. Donc, c'est avoir conscience de ce que je vois, de ce que je pense, donc conscience de nos pensées et d'avoir une observation. Ensuite, ce que je ressens, donc être en contact avec ses émotions et ses sentiments, comprendre un petit peu, pouvoir être en contact avec son corps et comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Ensuite, au niveau du ventre, ce que j'aimerais et ce à quoi je tiens, donc quels sont mes besoins qui sont satisfaits ou non. Et enfin, donc la dernière étape de la CNV qui est comment y arriver, donc d'effectuer une demande concrète. Mais ça, voilà, c'est la seule partie qui ne fait pas encore partie du quotient émotionnel. Mais justement, d'avoir un fort quotient émotionnel va nous permettre d'être conscient de tout cela et de pouvoir effectuer une demande, de pouvoir exprimer nos besoins et de pouvoir mieux communiquer avec les autres. Donc, je vous invite vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore vu la conférence sur la CNV, à aller voir le replay. Le replay est disponible sur la chaîne de l'Université populaire. Donc, Juste après, Birgit, oui, Mélodie qui posait la question justement, pourquoi n'est-on pas compris pour autant? Il y a peut-être d'autres personnes qui se posaient la même question. Pourquoi n'est-on pas compris pour autant? Ouais. Bien là, peut-être que la personne en face de vous n'a peut-être pas le même quotient émotionnel et n'a peut-être pas cette capacité d'empathie. Mais il n'y a qu'en pratiquant, enfin, toi-même, Mélodie, ou vous-même, l'intelligence émotionnelle et la connexion avec vous-même et l'expression de vos besoins que vous allez pouvoir inviter l'autre à en faire autant. Mais il y a la personne, on ne peut pas la forcer. On peut lui montrer l'exemple, mais on ne peut pas forcément la forcer. On ne peut pas forcer l'autre à nous comprendre. Mais en général, quand on arrive à comprendre l'autre, on incite à l'ouverture. Une fois que l'autre se sent compris, là, il va peut-être vouloir nous comprendre. Mais si on attaque directement l'autre avec un tu ou avec avec un tu, donc comme on avait vu la semaine dernière, le tu, si on attaque directement l'autre avec tu es comme ça ou tu ne me comprends pas, eh bien la personne va se fermer et ne va pas s'ouvrir. Donc, tandis que si on lui parle de nos émotions, de nos sentiments, la personne, elle peut pas ne pas être d'accord à ce que vous dites, parce que c'est ce que vous ressortez, donc elle peut pas ne pas être d'accord avec votre ressenti puisque c'est le vôtre. Donc, si par exemple vous lui dites voici ce que je ressens de la frustration aujourd'hui. Ça, elle ne peut pas nier puisque c'est votre ressenti. Donc en général, si on arrive à se mettre en connexion avec ses propres émotions et à exprimer ses propres besoins, la personne en général va pouvoir s'ouvrir. Mais il n'y a que en ne l'agressant pas qu'on va pouvoir réussir à se faire comprendre, c'est que en comprenant le point de vue de l'autre. En fait. Donc j'espère que ça répond à ta question. Mais voilà, il y a des gens qui sont fermés, voilà, faudra peut-être les inviter à venir regarder la conférence sur la CNV et la conférence sur l'intelligence émotionnelle si c'est un sujet qui les intéresse, j'espère, puisque cette personne-là a peut-être besoin d'améliorer cela. Donc, je vais continuer et puis après, si ça n'a pas répondu à la question, on pourra reprendre à la fin. Donc, maintenant, la gestion de soi. Donc, une fois qu'on a vu comment on peut reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de nous, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, apprendre à gérer ses émotions. Gérer ses émotions, ça va être la capacité à prendre du recul. Donc, on va devoir reconnaître l'influence de nos émotions. Donc, des fois, on peut prendre des décisions de façon sous le coup d'une émotion. Donc, ça peut être soit un optimisme aveugle, où on va être complètement inconscient parce qu'on est complètement sublimé par une superbe idée, et on ne se rend pas compte que notre émotion, en fait, va avoir un effet exacerbant et ça peut parfois nous faire prendre de mauvaises décisions. Donc, ça peut être un achat compulsif ou quelque chose comme ça. Le pessimisme aussi peut aussi nous faire prendre de mauvaises décisions.
Donc, l'optimisme et le pessimisme vont avoir une influence sur, la prise de nos décisions. Donc, pouvoir avoir du recul et reconnaître quand est-ce qu'on est dans une bonne humeur ou une mauvaise humeur, ça peut nous aider à se dire, tiens, est-ce que là, il faut que je demande peut-être l'avis de quelqu'un d'autre ou que je prenne un petit peu de recul et que je prenne vraiment le temps d'examiner les chiffres, d'examiner le pour et le contre. Et une petite technique comme ça peut être de faire une liste de tout ce que vous dit votre cœur et de l'autre côté, tout ce que vous dit votre raison et ensuite de pouvoir mesurer le pour et le contre. Donc, vraiment de reconnaître l'influence de vos émotions dans la prise de décision. Ensuite, ça va être de choisir des émotions plutôt aidantes. On a des émotions qui sont qualifiées de négatives, donc la colère, la tristesse, des choses comme ça. Bon, je dis entre guillemets parce que de toute façon, toute émotion est un message. Donc un message, en soi, c'est toujours positif, c'est toujours quelque chose qui est intéressant à prendre en compte. C'est pour ça que j'ai mis négative entre guillemets. Mais quand on est dans des émotions qui ne sont pas aidantes, qui nous empêchent d'être souriant, d'être de bonne humeur, d'être agréable avec les autres, quand on est renfermé, parce que l'émotion, elle va changer notre posture. Je ne sais pas si des fois vous prenez le métro à Paris, par exemple. Quand on rentre dans le métro, l'atmosphère, elle n'est pas hyper enjouée et elle n'est pas très bienveillante, on va dire. Les gens, c'est rare qu'ils sourient et qu'ils lèvent la tête. Donc chacun est un petit peu dans sa petite bulle et parfois l'émotion va nous faire rentrer dans notre petite bulle et va nous renfermer sur nous-mêmes. Et aussi, l'émotion, elle va teinter, comme on l'a vu tout à l'heure, notre interprétation du monde. Donc, de choisir des émotions qui vont être plus dirigées vers des émotions comme la joie, le bonheur, la gratitude, ça va nous permettre d'avoir une posture beaucoup plus ouverte et de nous ouvrir aux autres et du coup, de ne pas manquer certaines opportunités. Aussi, adopter de nouveaux points de vue, ça peut être très utile pour pouvoir gérer nos émotions. Moi, j'ai un exemple qui m'est venu tout de suite à l'esprit. Je sais que à l'époque où j'ai fait mon burn-out, par exemple, j'avais des difficultés avec ma patronne à l'époque et j'étais très, très agacée par le fait qu'elle ne me dise pas bonjour le matin. Elle passait tous les jours devant ma petite cabine là, avec les partitions. Elle passait devant, donc on peut voir au-dessus quand même, on pouvait voir sa tête, mais elle passait devant et elle ne s'arrêtait jamais pour me dire bonjour. Et moi, ça avait tendance à me mettre dans une humeur vraiment maussade pour toute la journée. Et j'avais cette interprétation de oh, elle m'en veut, elle en a rien à faire de moi. Enfin, toutes ces émotions négatives commençaient par vraiment me miner et me stresser, en fait, me miner le moral, me stresser et me mettre dans une humeur vraiment très maussade et anxieuse. Et j'ai fait, ensuite, quand j'ai fait justement ma formation de coaching, j'avais pris ça comme exemple avec la personne qui me coachait justement, et elle m'a fait voir les choses d'une façon différente. Parce que moi, je me disais, oui, ne pas dire bonjour, ça ne se fait pas. Et ça, culturellement, pour moi, ne pas dire bonjour, ça ne se fait pas. Et donc à l'époque, j'étais à Shanghai, et cet homme-là il était danois, me dit, oui, mais ça, c'est très, très français, le bonjour. Admettons, il m'a dit si par exemple admettons, tu entres dans le bureau de Einstein et il ne te salue pas, il est affairé dans ses chiffres, ses trucs et il ne te dit pas bonjour. Comment est-ce que tu le prends? Et là, je me suis dit, je me sens pas nécessairement offensée ou je me sens pas menacée. Je me dis, bon, il est occupé, c'est normal et voilà, il doit être dans sa bulle, il est concentré. Et là, il me dit, mais alors pourquoi tu t'es pas dit la même chose pour ta patronne? Et je me suis dit, oui, c'est vrai, ça se trouve, peut-être elle voulait rentrer en catimini parce que c'est quelqu'un qui arrivait assez tard, donc peut-être qu'elle n'avait pas vraiment envie que tout le monde la voie arriver tard, peut-être qu'elle avait ses propres soucis, peut-être que, voilà. Donc peut-être qu'elle avait plein d'autres raisons, mais je me suis jamais dit, je l'ai toujours pris pour moi et je me suis dit, c'est un manque de respect, c'est pas normal, etc. Alors qu'en fait, la personne a ses propres raisons.
Pareil, bon, un deuxième exemple, ça peut être une personne vous bouscule dans la rue. Souvent, on va se dire, oh là là, mais voilà, cette personne est une idiote. On peut parfois se retrouver à s'énerver, alors que peut-être cette personne-là, elle était distraite par autre chose ou elle avait une urgence. Voilà, peut-être que elle venait d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Voilà. Donc, quand on arrive à se mettre à la place de l'autre et à changer de point de vue, ça peut nous aider à calmer nos émotions. Donc, quand j'ai fait cette séance de coaching, la personne m'a dit, mais peut-être que ta patronne, ça n'était absolument pas un manque de respect, mais autre chose. Et ben, ça m'a permis de me dire, oui, mince, si j'avais su ça plus tôt, ça m'aurait évité toutes ces heures et tous ces jours où je ruminais toute seule dans mon coin à me dire, oh là là, mais elle m'en veut pour quelque chose. Donc, adopter un nouveau point de vue, ça va nous permettre de gérer nos émotions puisqu'on va pouvoir prendre du recul avec celle-ci et se dire, est-ce que cette émotion, elle est valable et même si elle avait envie de me manquer de respect, je peux choisir de croire autre chose. Même si cette personne, elle avait peut-être envie de me bousculer volontairement, je peux choisir de croire bah, elle avait sans doute autre chose en tête. Elle avait sans doute une bonne raison, enfin, autre qu'elle d'être dirigée contre moi. Et ça nous aide parce que ça nous permet de sortir de cette émotion négative très rapidement. Ensuite, prendre soin de son hygiène mentale. Donc, se concentrer sur notre zone, comment est-ce qu'on prend soin de son hygiène mentale? C'est en se concentrant sur sa zone d'influence. On peut se sentir complètement bouleversé par ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité. On peut se sentir complètement impuissant par rapport aux décisions que prenne le gouvernement, par exemple, des choses comme ça. On peut éprouver même de la colère par rapport à ce qui se passe. On peut éprouver de la frustration. On peut éprouver plein d'émotions. Est-ce que ces émotions-là, elles vont être bonnes pour notre santé? Je ne crois pas. Donc, quand on a des émotions comme ça qui sont assez négatives, on peut très bien, dans ce cas-là, se dire, tiens, je vais me concentrer sur ma zone d'influence. Donc là, c'est une citation de Marc Aurèle. Bon, j'ai décidé de ne pas enlever mon Dieu pour pouvoir avoir la citation complète, mais c'est vrai que je serais assez tentée de l'enlever parce que ça a une connotation religieuse qui n'a pas forcément lieu d'être ici, mais donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer et le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse de distinguer les premières des secondes. Donc, quand les décisions du gouvernement, je ne peux pas y faire grand-chose. Enfin, il y a des choses que je ne vais, ou alors je peux peut-être y faire quelque chose, mais dans ce cas-là, il faut le faire. Mais si je décide de ne pas le faire, dans ce cas, ça ne sert à rien de ruminer dessus. Donc, autant laisser passer, c'est-à-dire, tiens, j'éprouve de la colère, je laisse passer le petit nuage et de se concentrer sur des choses beaucoup plus productives qui vont être dans la limite de ce que je peux changer. Donc, qu'est-ce que je peux changer? Je peux, par exemple, apporter de l'aide à mon voisin qui peut peut-être pas aller faire ses courses. Donc, je vais choisir de changer les choses à mon échelle. Je vais choisir de faire des choses que je peux, sur lesquelles j'ai du contrôle. Si j'ai aucun contrôle dessus, ça sert à rien de blâmer le super management de la compagnie si je ne suis pas dans cette équipe. Ou si je ne décide pas d'y aller et de faire valoir mon point de vue. Donc, de la sagesse de savoir lâcher prise sur des choses sur lesquelles on n'a pas contrôle. Et ça permet de laisser passer l'émotion et de prendre soin de son hygiène mentale. Aussi, on peut porter aussi son attention sur ce qui est plutôt positif. Vous avez déjà remarqué que parfois on a de grosses anxiétés, on a vraiment peur que quelque chose arrive. Et plus on porte notre attention sur cette peur que l'on a, et ben paf, les gens qui ont super peur de cette chose, et ben paf, c'est sur eux que ça va arriver. Et souvent, si on porte notre attention, parce que notre cerveau, en fait, il fait pas vraiment la distinction entre le positif et le négatif. Par exemple, quand on parle à un enfant et on lui dit ne fais pas ça, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? C'est justement ça qu'il va faire parce qu'il va comprendre, il va juste entendre ah tiens
il va juste entendre la chose positive. Donc, le ne fais pas, il va l'occulter, il va justement faire ce qu'on lui a dit de pas faire. Donc, le mieux, c'est de dire, de proposer une option, une alternative positive. Donc, au lieu de dire ne fais pas ça, il vaut mieux lui dire fais ça. Donc, je n'ai pas d'exemple là comme ça concret, mais voilà, l'idée est de pouvoir tout mettre au positif. Donc, au lieu de dire ne pas, de pouvoir le mettre au positif. Donc, plutôt que de dire je ne veux pas tomber malade, vaut mieux se dire je veux être en bonne santé. Au lieu de se dire je veux perdre du poids, vaut mieux se dire je veux être en forme. Enfin, ouais, je veux être en bonne forme physique. Donc tout ça, son cerveau, le langage que l'on y prête va être très important parce que on va justement aider le cerveau à porter son attention vers ce qu'il veut plutôt que ce qu'il ne veut pas, parce que le cerveau il va imprimer. Si on lui dit toujours ne mange pas le chocolat, bah, il va entendre chocolat, 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 et c'est tout ce qu'il va vouloir. Et ça va être compliqué après pour le cerveau de garder cette volonté de ne pas. Donc, plutôt que de dire ne mange pas ce chocolat, il mieux se dire mange ce tout petit carré de chocolat, donc autant le prendre, hein, ou alors dire mange une poire à la place du chocolat. Voilà, donc je m'étends un petit peu sur le sujet, mais j'espère que c'est assez clair. Ensuite, pour pouvoir bien gérer ses émotions et avoir une bonne gestion de comment on se sent et de nos réactions, c'est de prendre le temps de la réflexion. Parce que comme on a vu tout à l'heure, c'est le cerveau limbique qui va être pris d'assaut et le néocortex va être un petit peu paralysé. Donc, il va falloir vraiment prendre le temps et respirer, surtout quand on est dans des situations d'urgence où on va être pris par la colère ou pris par des émotions fortes comme celle-là. C'est vraiment prendre le temps de respirer. Donc, il y a de bonnes techniques, par exemple, que vous pouvez avoir sur votre téléphone, qui est la respiration cardiaque, où on va pouvoir suivre notre battement du cœur et pouvoir ralentir notre rythme cardiaque en respirant de façon profonde. Donc, il y a plein d'applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone qui vont vous prendre juste 3 minutes pour pouvoir retrouver physiologiquement un rythme beaucoup plus lent et votre corps va pouvoir se calmer et votre cerveau, du coup, votre néocortex va pouvoir prendre le relais. L'autre technique, c'est de compter au moins jusqu'à 10 avant de dire ce que l'on regrette ou des choses comme ça. Donc, compter jusqu'à 10 aussi, c'est une bonne technique. Et si on peut en même temps respirer de façon profonde, ça va nous aider à prendre le temps au néocortex de prendre le relais. Ensuite, une autre technique pour justement pouvoir changer son émotion et pouvoir en sortir un petit peu, ça va être de sourire. Et il y a une étude qui a été menée en 2012 par Tara Kraft et Sarah Pressman, qui sont des psychologues. Elles ont pris un groupe d'étudiants à qui, à une moitié, elles ont demandé à tous les étudiants de mettre leurs mains dans de l'eau glacée. Et à la moitié de cet échantillon, ils étaient 169, à la moitié de cet échantillon, ils leur demandaient de mettre la main dans l'eau froide en souriant, et à l'autre moitié, ils n'ont pas donné cette instruction. Et ils ont remarqué, en prenant justement leur pouls, etc., et ensuite avec un questionnaire à la fin, ils ont remarqué que ces personnes qui avaient souri pendant l'expérience avaient eu une tolérance au stress bien meilleure que l'autre groupe. Leur rythme cardiaque était beaucoup plus régulier, ils avaient une meilleure motivation, une meilleure tolérance au froid et ils avaient eu une meilleure tolérance à ce stress qui avait été provoqué par le fait de mettre la main dans l'eau froide. Donc le sourire, il va vraiment avoir un impact sur notre cerveau et sur notre gestion du stress et des émotions. Donc sourire, ça va si par exemple la prochaine fois que vous êtes coincé dans les bouchons ou qu'il vous arrive d'être frustré, de sourire au début de façon forcée, mais ensuite d'essayer de penser à des choses positives pour pouvoir sourire vraiment de façon sincère, ça va vous aider à changer votre émotion. Ensuite, s'offrir des temps de pause. Donc, c'est un conseil que j'avais déjà donné la semaine dernière, mais je le réitère.
ce que c'est utile pour la CNV et pour le quotient émotionnel, c'est 3 fois par jour, pendant 3 minutes, de scanner ses émotions. Donc, essayez pendant cette semaine, enfin, au moins, essayez aujourd'hui, et ensuite essayez pendant toute la semaine prochaine, voir comment vous évoluez par rapport à ça, de pouvoir vous rendre compte de l'émotion dans laquelle vous êtes en ce moment. Et du coup, de s'en rendre compte, ça va permettre de pouvoir la changer si besoin est. Mais on peut très bien décider d'y rester si c'est une émotion plutôt plaisante. Et l'autre chose, c'est de pouvoir prendre soin de son sommeil et de son corps, donc avec le sport, la relaxation, la nutrition. Parce que si on n'a pas, on l'a vu dans les besoins humains, si on n'a pas pris soin de nos besoins basiques, physiologiques, ça va être très très compliqué de pouvoir gérer nos émotions. Vous avez sans doute déjà remarqué, quand on manque de sommeil, quand on est fatigué, on a tendance à être beaucoup moins patient et de démarrer un petit peu plus vite au quart de tour par rapport à nos émotions. Donc vraiment de prendre soin de son sommeil, de faire du sport aussi, ça aide à éliminer les toxines, à éliminer les frustrations, à vraiment se détendre. La relaxation, la nutrition, tout ça, ça va permettre de vraiment prendre soin de soi et de pouvoir prendre du recul par rapport aux émotions que l'on vit. Et ensuite, le dernier entraînement que je vous propose, c'est de reprogrammer son cerveau. Et pour ça, il y a un excellent outil qui s'appelle la gratitude. C'est justement d'apprendre à réapprendre à voir le verre plutôt à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, malheureusement, notre cerveau, il est programmé pour identifier le danger. Surtout le cerveau limbique, il est à l'affût du danger. C'est pour notre bien, c'est pour nous protéger. Donc, c'est vraiment pour notre survie. Et il va identifier toutes les choses qui ne vont pas, tout ce qui est négatif. Par exemple, quelqu'un qui fronce les sourcils, on va se dire, oh là là, ça y est, je suis en danger, ma patronne, elle m'en veut. Vous voyez? Donc, notre cerveau, il est programmé pour voir ce qui ne va pas. Mais si on se concentre volontairement tous les jours sur ce qui va, ça va nous permettre de pouvoir voir ce qu'il y a de positif tout le temps. Donc, et aussi notre éducation aussi, on est aussi un petit peu élevé comme ça. Quand la maîtresse nous met des grosses marques rouges sur notre copie pour identifier là où on a fait des erreurs, ça nous façonne aussi. Quand on a fait du bon travail, on va aussi retenir la seule chose que l'on n'a pas fait de bien. Ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça nous arrive, je pense, à tous assez souvent parce que dans notre culture, en tout cas française ou belge, je ne sais pas, parce qu'il y a bonjour à l'ami belge. Dans notre culture, on a souvent été élevé comme ça, où on va nous montrer tous les petits défauts et c'est ce sur quoi on doit travailler, au lieu d'accentuer l'accent sur ce qui a été bien fait et sur nos qualités et sur ce qu'il faut approfondir et faire plus. Donc on va se concentrer plus sur ce qu'on doit améliorer plutôt que ce qui a été bien. Donc pour reprogrammer notre cerveau et pour porter notre attention sur ce qui a de bien en nous, sur ce que l'on a bien fait, sur ce qui a été bien, par exemple, dans notre entourage aussi, les points positifs de certaines personnes, par exemple, que l'on n'apprécie pas spécialement, on peut aussi se forcer à voir ses bons côtés, parce qu'on peut très facilement se dire, bon, c'est un idiot, point barre. Alors que tout idiot a des côtés positifs et des choses qu'il fait bien mieux que nous. Donc ça aussi, ça va être intéressant de voir le positif dans toute situation, toute personne et surtout y compris soi-même. Donc chaque jour, ce que je vous invite à faire pour reprogrammer notre cerveau et pour pouvoir bénéficier de ce pouvoir de la gratitude, c'est chaque jour écrire au minimum 3 choses pour lesquelles on éprouve de la gratitude. Je vous recommande de tenir un petit journal comme ça, en tout cas au début, que chaque jour vous écriviez aujourd'hui, je suis content parce que j'éprouve de la gratitude pour. Parce que souvent, on oublie que c'est génial. On a un toit, on a Internet, je mentionne ça parce que si vous me regardez aujourd'hui, c'est que vous avez sûrement Internet. Enfin, on a plein de choses qui sont géniales, qui nous arrivent tous les jours dans notre vie. Et si on arrive à tous les jours porter plus son attention là-dessus, eh ben, ça accroît notre niveau de bonheur et ça accroît aussi
notre bonne santé émotionnelle, puisqu'on on va avoir des émotions plutôt positives. Et on ne peut pas être en gratitude et en colère en même temps. Ce sont deux émotions qui ne sont pas compatibles au même moment. Donc, quand on éprouve de la gratitude, ça nous entraîne à avoir ce genre de pensée beaucoup plus souvent. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on a 70% de nos pensées qui vont être les mêmes le lendemain. Donc autant au départ se forcer à voir le positif pour ensuite que ça devienne une seconde nature et que ça devienne une habitude, parce que ça peut être que mieux pour sa santé et son bonheur. Ensuite, on va parler des deux autres piliers du coup de l'intelligence émotionnelle, qui va être le pilier beaucoup plus social. On a parlé des deux piliers personnels, maintenant on va parler des piliers sociaux et des relations. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est aussi d'avoir conscience des autres. Donc je vais poser une question. La première chose par rapport à la conscience des autres, c'est de pouvoir reconnaître les émotions des autres, de pouvoir reconnaître ce que ressent la personne. Donc, je vais poser une petite question à tous. Donc, un petit exercice personnel. Donc, vous pouvez soit vous le noter sur un petit bout de papier, vos réponses, ou soit vous pouvez aussi les noter dans le chat. À votre avis, comment est-ce que se sent la personne? Donc, dans la situation A, B, C et D. Comment est-ce qu'elle se sent? Donc, je vous laisse 1 ou 2 minutes pour y réfléchir. On a la colère qui ressort pour la personne A. Oui, tout à fait. B, le On a dégoût vu qui juste. ressort. Oui, absolument. Pour le B, j'imagine. Ouais, pour le B, le C, c'est plus l'étonnement, la surprise. Oui, Et le D, c'est la joie. Voilà. d'accord. Donc, on a plutôt des personnes qui ont un bon quotient émotionnel dans le public. Donc, ça, c'est bien. Hop. Donc, voilà pour les résultats. Donc, dans le A, la personne est en colère, en effet. B, la personne est dégoûtée. C, la personne est inquiète. Donc, il y a ce côté un petit peu étonnement, en effet, mais il y a aussi de l'inquiétude, en fait, dans l'expression. Et si vous voulez, et donc, en effet, dans le D, la personne est heureuse. Et si vous voulez décrypter plus et vous entraîner, parce que là, je vous en ai mis des relativement faciles, il y a l'étude qui a été faite par le Ohio State University, Proceeding of National Academy of Science, c'est la publication. Il y a 21, ils ont décodé 21 expressions du visage. Donc, ils ont fait des tests avec plein d'étudiants et ils ont photographié chaque expression, et avec un logiciel, ils ont réussi à pouvoir identifier des traits communs à chaque fois qu'on soumettait la personne à certaines phrases. Et du coup, ils en sont arrivés à 21 expressions du visage qu'on peut justement s'entraîner à décoder, mais déjà, voilà, avec les émotions de base, je vois que vous êtes plutôt bien débrouillés. Donc, avoir un bon quotient émotionnel, c'est de pouvoir identifier le sentiment des autres et leurs émotions, et aussi, du coup, de pouvoir aussi percevoir leurs besoins. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va devoir observer en continu les gens, donc d'observer leur ton, leur langage corporel, donc comment est-ce qu'ils s'expriment, comment est-ce qu'ils marchent, on va tout observer, et on va observer sans parler. Aussi, pour pouvoir vraiment être aiguiser justement ce quotient et entraîner notre quotient émotionnel, c'est d'être vraiment dans l'instant. Et ça, c'est hyper important. Parce que souvent, justement, quand on n'a pas conscience de soi et qu'on est pris dans nos émotions, on a du mal à se lier avec les autres et on a du mal à être vraiment dans l'instant présent et d'observer. Et là, quelqu'un qui a un bon quotient émotionnel, c'est quelqu'un qui va pouvoir, savoir où il en est par rapport à ses propres émotions, et 2, va pouvoir du coup se connecter et être pleinement
présent avec l'autre quand il va être en contact avec l'autre. Donc, une présence entière. Donc, je suis pas distrait par d'autres pensées. Par exemple, si je suis dans une réunion, je vais essayer de limiter la prise de notes pour justement pouvoir être bien présent et pouvoir observer tout ce qui est langage paraverbal, langage corporel, etc. Et aussi, j'ai essayé de ne pas faire de multitâche, parce que comme je le dis souvent, le multitâche n'existe pas. En fait, on alterne entre deux différentes tâches, mais on ne peut pas faire les deux complètement en même temps. Et aussi, c'est de ne pas interrompre l'autre. Ça aussi, de laisser l'autre s'exprimer et d'être pleinement présent et de ne pas essayer de penser à ce qu'on va lui répondre. Ça va nous permettre de vraiment observer de façon honnête, sincère et pleinement présente. Et c'est justement ce genre de connexion qu'on attend de quelqu'un. On va éprouver beaucoup plus de sympathie pour quelqu'un qui est pleinement présent plutôt que quelqu'un qui est à moitié en train de regarder son téléphone ou qui va penser à autre chose pendant qu'on lui parle. Les gens s'en rendent compte en général quand la personne n'est pas totalement présente, ou alors ils s'en rendent peut-être pas forcément compte, mais ils trouvent que la personne n'est pas spécialement sympathique. Donc vraiment, d'être dans l'instant présent et d'observer, ça va être une des premières clés pour identifier quelle est l'émotion et le besoin de l'autre. Ensuite, on va devoir s'adapter. Des fois, quand on entre dans une nouvelle entreprise ou dans un nouveau pays, on est confronté à une différente culture, parce qu'il y a même des cultures dans une entreprise, il y a des cultures dans tout groupe. Donc, il va falloir être en phase d'observation, ne pas arriver et imposer tout de suite sa façon de voir les choses, et parce qu'on va rentrer directement en conflit. Donc, s'il va être intéressant d'avoir une phase d'observation où on va essayer de comprendre quels sont les codes dans cette entreprise, dans ce pays, pour pouvoir éviter d'avoir des malentendus. Et on va aussi devoir adapter parfois son comportement un petit peu au minimum pour pouvoir répondre à des codes si on veut faire partie justement de ce nouveau groupe ou pouvoir s'adapter dans ce nouveau pays ou cette nouvelle culture. Aussi, pour être sûr d'avoir bien compris les choses, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Parce que des fois, justement, par exemple, quand on rentre dans une nouvelle entreprise, on a peur de poser des questions parce qu'on a peur de passer pour un idiot. Alors que si une question est totalement honnête et innocente et elle n'a pas de sous-entendu, elle sera toujours accueillie avec bienveillance et la personne sera toujours ravie d'y répondre. Donc, ne pas hésiter à poser des questions, à s'imprégner des codes quand on arrive dans un nouvel environnement. Et ça va nous permettre de justement pouvoir mieux déchiffrer l'autre et de pouvoir mieux comprendre quelle est l'humeur du moment, quelles sont les émotions et comment je vais pouvoir adapter ma communication à ce nouvel environnement. Alors maintenant, comment est-ce qu'on s'entraîne justement au quotidien pour pouvoir mieux comprendre l'autre, comprendre ses sentiments, comprendre ses besoins, comprendre un petit peu comment il fonctionne, quels sont ses codes, etc. Donc, le premier entraînement que je propose, ça peut être de regarder la télévision sans le son. Donc, c'est un petit peu déstabilisant au départ, mais si on se prend au jeu et qu'on essaye comme ça pendant 10 minutes, on se rend compte qu'on peut assez facilement deviner ce qui se passe dans une scène d'un feuilleton, par exemple, juste grâce au langage verbal, enfin au langage non verbal, donc à la posture des personnes et à leur attitude. Surtout les acteurs, ils sont bien entraînés pour ça, à bien pouvoir exprimer les émotions par leur physique. Donc regarder la télévision sans son, c'est un super entraînement pour pouvoir aiguiser son quotient émotionnel. Ensuite, chose que parfois on a tendance à devenir feignant, c'est d'essayer de retenir le prénom d'une personne quand on est dans des situations, par exemple au travail, où on va rencontrer plein de gens en même temps. Parfois, on se dit, oh là là, il va y avoir 20 personnes, ça va être impossible de retenir les prénoms, donc j'essaye même pas, ou alors on est tellement absorbé par l'impression que l'on souhaite donner de soi qu'on s'intéresse pas à l'autre. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de vraiment s'intéresser à l'autre et de ne pas d'oublier un petit peu son ego et de pouvoir avoir un réel intérêt pour l'autre. Et quelque chose d'intéressant, c'est d'essayer de retenir le prénom de l'autre et toutes les informations qu'il va vous donner et de pouvoir les réutiliser dans la conversation.
Et ça, c'est un super entraînement pour le quotient émotionnel, parce que ça nous permet de retenir mieux les choses et d'établir un bon rapport. Ensuite, stimuler votre mémoire visuelle. Alors, je suis sûre qu'on a tous une mémoire sélective et il est très compliqué pour la plupart d'entre nous de se souvenir ce que notre collègue portait hier, par exemple. Euh, même au sein de la maison, des fois, on ne paye pas attention à ce genre de choses. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder avec attention ce que la personne porte, quelles sont ses petites manières, les petites tics du langage, les bijoux qu'elle porte, etc. Donc, vraiment porter son attention de façon discrète, hein, bien sûr, il ne faut pas non plus faire peur aux gens, mais d'observer de façon honnête et sincère et d'essayer de retenir ce que la personne portait et même de le noter quand on rentre chez soi. Alors après, c'est à garder de façon assez secrète pour ne pas avoir l'air d'un fou, mais c'est juste un entraînement pour pouvoir stimuler sa mémoire visuelle parce que ça fait partie d'une bonne intelligence émotionnelle de pouvoir mémoriser le plus de détails possible sur l'autre, de pouvoir porter son attention sur l'autre. Et enfin, de pouvoir démontrer, un autre entraînement, c'est de démontrer un réel intérêt. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas penser à autre chose quand on communique avec quelqu'un, d'être vraiment pleinement présent et de pratiquer ce qu'on appelle l'écoute active. Donc, l'écoute active, c'est non seulement écouter, mais ensuite de poser des questions pour que la personne puisse continuer à évoluer dans son raisonnement et pouvoir élaborer sur ce qu'elle est en train de vous expliquer. Donc, l'écoute active, c'est vraiment démontrer un réel intérêt. Aussi, quelque chose qui est intéressant à pratiquer, c'est une technique de NLP. Donc, NLP, c'est le Neuro-Linguistic Programming, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a un des outils qui est proposé dans la NLP, c'est le mimétisme discret. Donc, pour établir un rapport avec les gens, c'est d'adopter leur posture et leur comportement en général. Il y a une étude qui avait été faite par des psychologues où ils ont réussi à rendre un robot sympathique. Donc, ils avaient pris un ensemble de cobayes à qui ils ont présenté une personne synthétique sur ordinateur, enfin un robot. Et dans les premiers cas, le robot, ils ont un échange et dans le premier cas, le robot répond de façon assez neutre, avec toujours un visage neutre. Et dans le deuxième cas, le robot répond avec les mêmes expressions du visage que la personne qui parle. Donc tout ça, c'est fait en direct par ordinateur. Et toutes les personnes qui ont vécu l'expérience ont toutes voté pour la personne qui avait les mêmes mimiques du visage comme étant la personne la plus sympathique pour eux. Donc, si on veut établir un bon rapport avec les gens et de pouvoir approfondir une relation, ça peut être intéressant, mais pas de faire du mimétisme où on copie vraiment tout ce que la personne fait. Il faut être beaucoup plus souple que ça, mais c'est juste entraîner justement son intelligence émotionnelle, de remarquer quel est le ton de sa voix. Si par exemple, vous avez déjà remarqué, si quelqu'un est super énervé, va répondre va parler hyper rapidement, il n'y a rien de tel qui va l'énerver plus qu'une hôtesse de l'air qui va apprendre son ton hyper calme et qui va dire calmez-vous monsieur, ça c'est ça qui va l'énerver beaucoup plus. Donc de pouvoir rejoindre la personne là où elle est, donc pas forcément de lui hurler dessus en retour, mais d'avoir un ton peut-être un petit peu rapide mais pas hyper calme, mais d'ajuster un petit peu son comportement à celui de l'autre pour pouvoir la rejoindre là où elle est. Donc, c'est de faire un mimétisme très discret de la façon dont la personne s'exprime va nous permettre de pouvoir la rejoindre et de pouvoir avoir un rapport plus productif et plus intéressant et la personne va nous trouver beaucoup plus sympathique. Donc, ensuite, une fois qu'on arrive à s'entraîner, à observer et à voir quelle est l'émotion de l'autre et quels sont éventuellement ses besoins, on peut du coup gérer une relation. Donc, pourquoi est-ce que les relations, déjà, c'est le premier point, pourquoi est-ce que les relations, c'est important pour notre carrière?
Les réalisations, elles vont nous permettre d'avoir un meilleur réseau. Les gens, pourquoi est-ce que souvent les personnes qui ont un fort quotient émotionnel réussissent mieux? C'est pour toutes ces raisons-là. En général, elles ont un meilleur réseau, elles ont un meilleur leadership, une meilleure capacité à travailler en équipe, une meilleure capacité à négocier, et elles ont du coup plus d'opportunités. Donc le réseau, il va nous permettre d'obtenir de l'aide rapidement. En général, ce n'est pas ce qu'on sait qui va être important ou ce que l'on peut faire qui va être important dans une entreprise, ça va être notre capacité à pouvoir trouver des réponses rapidement et des solutions rapidement. Et bien souvent, ce n'est pas nous qui allons le faire, très souvent, ça va être notre réseau qui va nous permettre de pouvoir avoir les choses rapidement. On va être aussi mieux écouté et mieux suivi quand on a une bonne intelligence émotionnelle, parce que la personne va se sentir importante, va se sentir écoutée, et car elle l'est, hein, c'est pas juste, c'est pas du faux semblant, hein, l'intelligence émotionnelle, c'est un réel intérêt pour l'autre, et c'est en ayant l'intérêt pour l'autre que l'autre va aussi avoir un intérêt pour nous en retour. Donc une personne avec un fort quotient émotionnel, en général, va avoir de meilleures capacités de leader. Ensuite, une meilleure capacité à travailler en équipe, parce que rares sont les innovations qui ont été faites en isolation. On a toujours besoin de l'autre pour pouvoir faire avancer nos projets. En général, c'est très rare qu'on ait de gros succès et de grosses innovations en travaillant seul. Moi, je vais prendre un petit coup. Et en général, les personnes au fort quotient émotionnel vont avoir une meilleure capacité à négocier, puisqu'ils ont cette capacité à rejoindre l'autre. Et dans toute négociation, l'idée, ça va être de pouvoir comprendre le point de vue de l'autre et de pouvoir exposer le sien et de se rencontrer quelque part, en général, au milieu. Et aussi, cette personne qui a un meilleur quotient émotionnel va avoir des relations de meilleure qualité et donc va avoir plus d'opportunités. Quand on est si on a le choix entre deux personnes, une que l'on connaît très peu et qui n'est pas spécialement sympathique, et une que l'on connaît très bien et qui on sait est extrêmement sympathique et un fort quotient émotionnel, forcément, on va plutôt penser à la personne qui est plus sympathique pour l'opportunité. C'est tout à fait normal. Donc, les relations vont avoir une très grosse importance sur notre carrière. Quelles sont les bases pour avoir justement de bonnes relations? Donc, comme on l'a vu déjà, c'est de travailler sur soi et son propre quotient émotionnel, de travailler à comprendre son ressenti, mais aussi celui des autres, mais aussi de pouvoir agir en fonction. Donc, une des bases dans ce que l'on fait, ça va être la politesse. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le bonjour est quand même important en France, en tout cas. Donc, saluer les gens, de dire bonjour, d'avoir un regard franc, en tout cas dans notre pays, ça va être hyper important. Et les gens qui ont un regard fuyant, on a tendance à pas leur faire confiance. Donc, quand on dit bonjour, c'est vraiment un bonjour sincère, honnête, où on regarde de préférence dans les yeux et d'être pleinement présent. Et il y a qu'en ayant conscience de ses propres émotions qu'on peut être pleinement présent. Ensuite, demander, s'il vous plaît, de toujours être poli pour demander quelque chose, de ne pas demander les choses de façon autoritaire. Donc c'est une marque de respect et aussi ça laisse entendre à l'autre qu'il a le choix et qu'il l'encourager à faire les choses avec plaisir. Et aussi, enfin, de remercier, on en a parlé aussi dans la dernière conférence, remercier, ça va être hyper important pour pouvoir montrer son appréciation et pour permettre à l'autre de s'apprécier lui et d'apprécier aussi de travailler avec nous. Donc ces trois choses-là, pour pouvoir avoir de bonnes relations professionnelles, en tout cas, même personnelles, ces trois choses-là, elles vont être les bases pour avoir de bonnes relations. Ensuite, une autre clé d'une bonne relation, ça va être la confiance. Et la confiance, elle est longue à instaurer, elle est même parfois très longue à instaurer, mais elle est très
rapide à perdre. Donc, ça va être important de vraiment y travailler et de tout faire pour justement ne pas la perdre. Et comment on fait? La première chose, c'est de travailler son authenticité, c'est de respecter soi-même. Oui, on peut s'adapter à certaines cultures, oui, on peut s'adapter un petit peu à certains comportements de façon subtile, mais c'est tout en restant soi-même. Jamais je ne joue la comédie et jamais je vais à l'encontre de mes valeurs ou de ce qui est important pour moi. Donc l'authenticité, vraiment, rester soi-même, ça va être important. L'autre chose, c'est d'assumer ses faiblesses. Il n'y a qu'en assumant ses faiblesses qu'on va pouvoir ne pas essayer de les cacher, parce que souvent, surtout dans le milieu professionnel, on a tendance à vouloir cacher ce que l'on ne sait pas ou de vouloir compenser nos faiblesses. L'idée, ça va être d'accentuer ce que l'on fait de très bien, et là, la gratitude va nous aider aussi, d'accentuer ce sur quoi on est très bon, et d'assumer qu'on ne peut pas être bon partout, mais du coup, on met plus l'accent sur ce que l'on fait bien, mais tout en étant honnête avec ses faiblesses. Ensuite, l'honnêteté, donc toujours avoir une intention claire et transparente. Des fois, quand, surtout dans le milieu professionnel, si on est dans de grosses corporations, il peut y avoir des guéguerres internes entre différents départements où chacun veut prendre la place de l'autre, ou il va y avoir des conflits territoriaux. Donc là, ça va être très important pour avoir de bonnes relations de garder une intention, d'être très transparent sur quelle est notre intention. Et en général, si elle peut être ne pas nuire à autrui, c'est là où on va pouvoir bénéficier d'une confiance mutuelle. Donc, de vraiment, nous-mêmes, d'avoir comme discipline personnelle, de vérifier quelle est mon intention et d'être sûr que cette intention ne nuit pas à l'autre, parce que dans ce cas-là, clairement, on ne pourra pas avoir sa confiance. Et le dernier point, c'est une équation que j'aime beaucoup. Donc l'équation de la confiance, en fait, c'est la crédibilité. Donc, est-ce que j'ai les compétences, par exemple, pour faire quelque chose? La fiabilité, est-ce que je livre, est-ce que j'obtiens des résultats, est-ce que je livre ce que je dis que je fais? Et plus l'intimité, donc quel est mon degré de la relation, de connaissance avec l'autre, est-ce que l'on s'entend bien, etc., est-ce qu'on a réussi à établir un rapport. Donc ces trois choses-là vont être indispensables à la confiance. Le problème, c'est que c'est divisé par l'orientation personnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette orientation personnelle? C'est que si par exemple j'ai tout ça, je suis crédible, fiable et j'ai un rapport avec l'autre, mais que mon intention, elle est par exemple trop orientée sur moi, si je suis le seul à vouloir briller, par exemple, on fait un travail d'équipe, mais je prends le crédit pour tout ce qui a été fait au niveau de l'équipe, bah, le reste de l'équipe va avoir un sérieux problème de confiance envers la personne qui a pris tout le crédit pour ce travail qui a été fait en équipe. Donc ça, c'est une équation à retenir, à noter, parce que souvent, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que leur orientation personnelle va leur nuire et va nuire à leur relation aux autres et à leur relation de confiance. Ils m'ont dit non, et j'ai rappelé après, j'ai tombé sur quelqu'un d'autre, et elle m'a dit s'il y avait un papier du médecin, je pouvais y aller. Excusez-moi, s'il y a quelqu'un qui a allumé son micro, super. Ça y est? Après, ça va arriver quelle heure? 15h20. C'est pas ça, c'est que plus j'attends, plus je vais être stressée. Est-ce qu'il y a possibilité d'éteindre le micro, s'il vous plaît? S'il vous plaît, oui, justement pour le confort de tous. Super, merci. Merci. Donc, évidemment, dans toute relation, il va y avoir un moment donné où il va y avoir des moments de tension, des conflits. Et ça va être quelque chose que l'on va devoir apprendre. Non, j'ai le papier dedans dans la boîte d'épicerie, je vais mettre le papier. Nathalie, je crois qu'on a possibilité de mettre les personnes en mute. Je suis en train de regarder juste. Ça y est, je l'ai fait pour 2 personnes, 3 personnes. Voilà, donc là, ça devrait être bon. Ça y est, je pense que c'est bon, je les ai coupés. Donc, désolée pour cette petite interruption. Donc, il y a toujours un moment donné dans toute relation où on va devoir gérer des moments de conflit, des moments de tension.
Et ceux qui ont vu la conférence la semaine dernière ont un petit peu touché à ça. Et dans tout moment de conflit, ce qui va être super important, ça va être de tenir compte des besoins de l'autre. Et c'est aussi donc justement la base du quotient émotionnel, de l'intelligence émotionnelle. Donc la première chose à faire dans toute situation de conflit, c'est que chacun puisse exprimer ses besoins sans avoir peur d'être jugé. Donc déjà, ça demande une certaine intelligence émotionnelle de pouvoir reconnaître ses propres besoins. Et donc ça en revient à la question d'Amandine, je crois, tout à l'heure. Si la personne n'est pas consciente de ses propres besoins, ça va être compliqué de discuter. Donc c'est à nous d'inviter la personne à exprimer ses besoins sans avoir peur d'être jugé. Donc on peut commencer soit par exprimer soi-même par exprimer les siens de façon non agressive, et pour qu'ensuite inviter l'autre à en faire de même. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de se comprendre mutuellement, de comprendre sincèrement le point de vue de l'autre. Même si on n'est pas forcément d'accord, au moins le comprendre. Et d'éprouver de la vraie empathie. La vraie empathie, c'est vraiment d'avoir une écoute active et d'entraîner l'autre à exprimer son problème, ses besoins. Et grâce à l'écoute active, en lui posant des questions, on peut même l'aider à trouver ses propres solutions. Pour ceux qui sont intéressés par ce genre de processus, le processus qui va un petit peu plus loin justement que l'empathie et l'écoute active, ça va être le coaching. Donc, ceux qui sont intéressés, ces petites notes pour la semaine prochaine, il y aura une conférence sur le sujet. Et donc, chacun doit comprendre sentir que ses besoins sont pris en compte. Et tant que l'autre personne ne sent pas que ses besoins sont pris en compte, elle va continuer à se braquer. Si elle sent qu'elle a été comprise, elle va pouvoir s'ouvrir. Et là, on va pouvoir commencer la troisième étape où on va pouvoir formuler une demande négociable. Où est-ce que l'on peut se retrouver à mi-chemin, ou est-ce qu'on décide de ne pas se retrouver à mi-chemin et de rester comme ça, mais tout en respectant l'autre. Ça peut être aussi l'issue d'un conflit. Donc voilà, ça va être très important de prendre en compte ces trois étapes pour pouvoir gérer les moments de tension et les conflits, parce qu'ils arrivent dans toute relation. Et enfin, le dernier point justement sur comment gérer les relations, c'est de revoir ses attentes. Parfois, on est frustré par des gens parce qu'on a beaucoup d'attentes envers elles. Et je crois que c'est Tony Robbins qui disait la clé des relations, c'est d'intervertir ses attentes pour de l'appréciation. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc déjà, revoir ses attentes, les gens en général qui ont beaucoup d'attentes sont des gens qui donnent beaucoup. Je pense que peut-être que certains d'entre vous vont se reconnaître. Quand on donne beaucoup, on attend que les gens fassent les choses en retour parce que c'est normal, quelque part. Le problème, c'est que les gens, des fois, ils sont pas devins et ce qui est beaucoup pour nous, ça l'est peut-être pas pour l'autre. Donc, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui va faire plein de petits cadeaux, pour elle, ça va être super important. Elle attend des petits cadeaux en retour, alors que peut-être que la personne qui reçoit les cadeaux, elle n'est pas du tout c'est pas du tout une forme d'appréciation qu'elle conçoit, enfin, ou qu'elle reconnaît. Et du coup, elle n'en tient pas compte et elle ne rend pas la même chose, en fait. Donc, parfois, les attentes vont être déçues. Surtout quand on n'exprime pas, ce que l'on attend de l'autre. Donc, la première chose, c'est de donner de bon cœur. Quand on n'attend rien en retour, au moins on n'est jamais déçu. Donc, c'est la première chose. Ou soit on ne donne pas, ou soit quand on donne, on peut peut-être, si on attend quelque chose en retour, dans ce cas-là, le verbaliser. Ça peut être tout à fait acceptable de faire comme ça, plutôt que de ne rien dire et ensuite de ruminer dans son coin. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui est important pour nous n'est pas forcément pour l'autre. Et on peut exprimer nos besoins. Il n'y a pas de honte à pouvoir dire moi, j'aimerais bien que de temps en temps, tu puisses faire ça pour moi, ou c'est important pour moi que l'on puisse tous les deux s'offrir mutuellement ça. Donc, vraiment d'être très clair sur nos attentes et nos besoins. Et aussi, le meilleur moyen aussi, c'est de remplacer nos attentes par de l'appréciation.
c'est la meilleure moyen d'avoir des bonnes relations. Si parfois on attend trop des autres ou on n'arrive pas à voir leur côté positif parce qu'on porte trop nos attentions sur justement ce que la personne n'a pas fait. Et ça peut être un petit rongeur de relations, surtout quand ce sont des relations proches, avec des gens très proches. Donc ça, faut faire très attention à ce que l'on attend de l'autre et parfois aussi soit revoir nos attentes à la baisse, soit donner moins aussi, parce que des fois on donne beaucoup alors que l'autre ne l'apprécie pas vraiment. Donc, ça peut être aussi donner moins, comme ça on se préserve. Donc voilà, il y a plusieurs solutions, mais en tout cas, d'avoir trop d'attentes sans que l'autre le sache, ça peut porter atteinte à des bonnes relations. Voilà, donc maintenant pour terminer, je vais vous offrir des petites astuces à emporter. Donc c'est un petit résumé ou des petites choses que l'on a vues. Donc la première chose, c'est de faire le scan quotidien de vos émotions. Donc de cette petite pause de 3 minutes, 3 fois par jour. Et aussi, si ça vous aide, de prendre cette photo de l'échelle de Plutchik, vous pouvez la trouver sur Google, vous pouvez vous l'afficher sur le frigo et tous les jours, de regarder cette échelle et de regarder l'émotion et d'identifier l'émotion que vous ressentez aujourd'hui, donc par rapport à cette roue. Ensuite, que l'on a vu au début, l'espèce de rosace. Ensuite, la deuxième chose, c'est de prendre soin de vous. Donc, comme on a vu, le sommeil, relaxation, nutrition, on a tendance à oublier parfois que la chose la plus importante, et il n'y a pas de mal à ça, ça va être vous-même. Il n'y a pas de mal à être égoïste. Quand le masque à oxygène tombe en face de vous dans un avion, dans les consignes de sécurité, on vous dit bien, il faut mettre le masque d'abord sur vous avant de le mettre sur vos enfants, sur vos proches. Donc, et c'est ça va être hyper important. Si vous ne prenez pas soin de vous, il ne faut pas compter sur les autres pour le faire à votre place. Et souvent, ça, c'est en lien avec les attentes. Donc, de pouvoir prendre soin de soi, de son sommeil, sa nutrition, de ses émotions, de son hygiène mentale, tout ça, ça va être hyper important. Et c'est ça qui va faire que vous pourrez avoir cette ouverture aux autres et cette capacité à vous intéresser sincèrement à l'autre. Parce que tout est dans la sincérité, dans ce dont on a parlé. Ensuite, c'est d'arrêter l'autopilote et observer. Souvent, quand on est pris dans nos pensées, on est pris dans notre quotidien. On a parlé tout à l'heure du cerveau reptilien, donc celui qui fait les choses en pilote automatique complet, qui nous permet d'économiser notre énergie, l'énergie de notre cerveau. Et bien souvent, c'est lui qui va prendre le relais. On n'a même plus besoin de penser pour se laver les dents, pour prendre la voiture, enfin, on fait tout en pilotage automatique. Le problème, c'est que parfois, on se coupe du monde extérieur et que ça nous empêche de nous ouvrir à l'autre et de pouvoir s'entraîner à exercer notre intelligence émotionnelle. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'observer autrui, son langage, ses expressions, quelles sont ces petites mimiques que vous aimez, quelles sont ces petites mimiques peut-être que vous aimez moins, qu'est-ce qui fait que cette personne-là a plus de charisme qu'un autre. Donc, toutes ces petites choses-là, je vous invite à les observer et à vous les noter pour pouvoir les mémoriser, pour pouvoir avoir cette seconde nature d'observer plus souvent les gens et de sortir le plus souvent possible de votre autopilote. Ensuite, l'autre chose, c'est ne rien assumer. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a souvent tendance à extrapoler les intentions d'autrui. Donc, par exemple, si on se fait bousculer, si la personne ne dit pas bonjour, si personne ne coupe la route devant, on a tendance à assumer plein de choses sur cette personne. Il est plus intéressant pour nous, pour notre santé mentale, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, d'assumer le meilleur. D'assumer, et en général, toute personne n'est bonne. Il y a personne qui ne naît mauvais. Donc, toute personne est bonne et assumer que toute personne a de bonnes intentions. Et que si elle n'a pas agi de façon correcte ou acceptable pour vous, ça ne veut pas dire que c'est une personne mauvaise ou qu'elle vous en veut ou des choses comme ça. Ne pas prendre les choses pour soi. Donc, toujours assumer le meilleur, c'est mieux pour votre santé émotionnelle parce que sinon, vous vous retrouvez embringué dans des émotions de colère, de frustration, des émotions qui vont être nuisibles à votre santé physique et mentale.
Ensuite, je vous incite à vous entraîner à vous mettre à la place de l'autre. Régulièrement, de façon très régulière. Surtout dans des périodes de conflit, quand on est dans des moments de conflit, de pouvoir se dire, ah, voilà, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne, pourquoi, comment, est-ce que moi je ne réagirais pas de la même façon si j'étais dans ses chaussures. Donc ça, c'est un excellent entraînement pour le quotient émotionnel. Et la dernière chose que je vous recommande, c'est de tenir un journal où vous allez noter vos 3 gratitudes par jour, noter vos émotions, vous pouvez avoir un petit smiley pour vos émotions du jour, vos 3 satisfactions, enfin vos 3 petits bonheurs de la journée, vos 3 gratitudes de la journée. Et puis le journal peut aussi servir à noter aussi toutes les choses que vous avez observées sur les autres dans la journée, les choses qui vous plaisent particulièrement. Donc, voilà pour les petites astuces de la fin. Pour aller plus loin, parce que là, c'est un petit peu une introduction. Pour aller plus loin, donc je vous invite à quelques lectures. Donc, il y a l'intelligence émotionnelle 2.0, qui est un livre de Travis Bradbury et Jim Graves. L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, qui est donc pas le fondateur, on a vu qu'il y en avait 2 autres avant, mais c'est celui qui a vraiment popularisé et rendu accessible à tous l'intelligence émotionnelle. Donc ça, c'est vraiment un livre fondateur à lire si vous n'avez pas encore lu. Ensuite, un petit cahier ludique qui est le petit cahier d'exercices d'intelligence émotionnelle d'Ilios Kotsu. Donc c'est la collection Petit cahier d'exercices. Et ensuite, si vous voulez faire des tests de quotient émotionnel, il y a de très bons tests sur talentsmart.com. Par contre, ils sont payants et ils sont en anglais. Mais si vous voulez faire un petit test gratuit et en français, il y a un test sur le site psychologie.com et voici le lien sur la page. Voilà, donc si vous voulez rester en contact ou pour travailler ensemble, il y a 2 sites pour me joindre. Donc Createam, qui est le site qui est plus pour les entreprises, les professionnels, pour tout ce qui est team building et coaching d'équipe et coaching individuel au niveau professionnel. Pour le coaching plus personnel, je vous invite à visiter pilote-de-ma-vie.com, donc createam.fr ou pilote-de-ma-vie.com. Et pour me joindre, vous pouvez me joindre par mail sur birgit@createam.fr. Et je vous invite aussi à vous connecter avec moi sur Facebook, sur la page Createams et sur LinkedIn, Birgit Walsh. Voilà. La prochaine conférence donc aura lieu la semaine prochaine, c'est jeudi prochain, le 30 avril à 14h. Et là, je vous parlerai de coaching pour mieux influencer au travail et à la maison. En fait, pour beaucoup de gens ont une vision erronée de ce qu'est le coaching. On pense souvent à coaching sportif ou coaching en images ou des choses comme ça. On pense que le coaching, c'est quelqu'un qui va nous donner des conseils, qui va nous booster, qui va nous dire allez, vas-y, c'est vraiment ce qu'on s'imagine du coach. En fait, c'est pas du tout ça. Le coach, c'est quelqu'un qui va avoir une boîte à outils et qui va poser des questions et qui va entraîner l'autre à trouver ses propres solutions. En coaching, on part du principe que toute personne a les ressources en elle et le coach aide la personne à en arriver à ses propres conclusions. Donc ça, c'est super intéressant si vous voulez influencer au travail et à la maison, d'apprendre quelques petits outils de coaching. Donc, quelles sont ces techniques, quelles sont ces questions qu'on peut poser pour pouvoir aider l'autre, surtout pour les personnes qui n'aiment pas l'autorité. Donc, si vous avez des ados à la maison ou même des enfants, ou voilà, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui n'aime pas l'autorité, d'ailleurs très peu de personnes aiment l'autorité pour être honnête, si vous voulez influencer de façon douce, le coaching peut être un très bon outil. Donc, je vous invite à vous connecter la semaine prochaine si vous voulez en savoir plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que il y avait des questions? Est-ce que Nathalie, tu as relevé quelques questions? Oui, oui, Birgit, j'avais effectivement quelques petites questions. Alors,
déjà, il y avait quelqu'un qui avait demandé si c'était possible peut-être de revenir sur la roue, pardon, de Plutchik. Oui, Rapidement, comme on était passé un petit peu vite, au moins pour qu'elle ait le temps de faire une capture d'écran, d'accord. Alors, euh, si c'est possible techniquement. oui, voilà. Bon, j'ai peut-être pas la solution la plus efficace, mais Et au voilà. moins peut-être pour permettre, voilà, de faire juste une capture d'écran, quoi. Voilà. Sinon, il faut Super. juste taper sur Google la roue de Plutchik et vous allez pouvoir trouver plusieurs images. Mais voilà, vous Super. pouvez prendre une capture d'écran. Et Sinon, ça peut j'avais être eu, intéressant, oui, de se l'afficher quelque part pour pouvoir mettre le doigt sur son émotion du jour. ensuite, j'avais eu plus un commentaire, en fait, d'Honoré qui Mhm. disait le passage uniquement, alors, à propos de la pyramide de Maslow, le Oui. passage uniquement successif à un niveau supérieur de la pyramide de Maslow prête à discussion. Et c'est vrai qu'il y avait 3-4 personnes qui étaient d'accord avec ça, en fait. Mhm. Je sais pas Mhm. si tu veux Oui, commenter ou voilà. oui, tout à fait. Alors, attendez, je vais revenir du coup. J'espère que c'était bon pour. Oui, alors le passage successif, alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Maslow. Déjà, je voudrais me. Voilà, c'est pas mon interprétation, c'est vraiment Maslow quand il a établi cette pyramide qui lui a dit il faut que ce besoin soit assouvi pour pouvoir se préoccuper du suivant. Parce que comment voulez-vous préoccuper de vous accomplir, par exemple, si on était en période de guerre, mais de vraie guerre, hein, je veux dire, si on était en période de guerre, euh, votre sécurité serait énormément amoindrie. Ben, il va être très difficile de se préoccuper d'autre chose que votre propre sécurité et vos besoins physiologiques et de tout faire pour. Vous n'allez pas avoir envie d'aller apprendre le chinois ou d'apprendre la guitare à ce moment-là, vous voyez. Donc c'est vraiment ça, c'est de dire si les besoins fondamentaux ne sont pas assouvis, ça va être très difficile d'avoir envie, d'avoir d'autres envies. Voilà, donc tant que les besoins de base ne sont pas assouvis, on ne va pas avoir d'autres envies. Je ne sais pas si on peut les appeler supérieures, mais d'autres envies plus superflues même, on peut dire. Parce que on passe du basique au superflu. Pas forcément superflu, parce qu'on va vraiment avoir besoin de ça pour s'épanouir. Mais quelqu'un qui va vivre au Bangladesh, en travailler dans une usine et qui va avoir pour focus de seulement nourrir sa famille, va pas avoir, va difficilement pouvoir se préoccuper de choses plus, plus, plus spirituelles, on va dire. Je sais pas si ça répond à la question. J'ai pas de retour depuis. Ouais, Je pense que d'accord. oui, ça a l'air quand même bien complet. Mais une fois voilà, qu'on appartient, en fait, c'est une suite assez logique parce que sont des besoins de base qui vont vers des choses de plus en plus et de plus en plus. Et en fait, on se rend compte aussi que souvent, ça va aussi avec l'échelle de la vie. Et moi, j'aime bien aussi faire cette analogie-là par rapport à notre âge, par rapport à souvent quand on est un jeune adulte, on va d'abord se préoccuper d'avoir un salaire qui tombe tous les mois, de se trouver un appartement, etc. Donc, on va passer aux besoins de sécurité, parce qu'en général, les besoins, enfin, en tout cas en vivant dans nos pays, les besoins physiologiques sont assez rapidement couverts, mais ouais, on va vouloir du coup se bâtir un nid, en fait, un foyer, donc on va avoir besoin de sécurité. Ensuite, le besoin d'appartenance, on va avoir envie de commencer à appartenir à un groupe, donc soit d'avoir envie de fonder une famille, soit ça peut être d'appartenir à un groupe politique, à une entreprise. Donc on va s'affilier à plusieurs choses. Et ensuite, ça va devenir important pour nous d'avoir de l'estime. Donc, on va avoir de plus en plus envie d'avoir une carrière à succès, d'avoir envie d'avoir des réussites, d'avoir envie que nos patrons ou notre entourage reconnaissent en fait notre valeur. Donc, on va avoir ce besoin d'estime.
Et ensuite, donc ça, c'est donc vingtaine, sécurité, etc. Trentaine, appartenance, estime. Et quarantaine, cinquantaine, on arrive plus aux besoins de s'accomplir. On va avoir, une fois que tous ces besoins-là sont remplis, on va avoir envie d'aller plus loin. On va avoir envie de... Là, j'ai pas mis contribuer, mais ça, c'est... On va avoir des besoins de contribution, d'aider l'autre, de se dépasser, de faire plus de se dépasser et de vouloir offrir plus de valeur au monde. Donc ça va être la dernière étape, mais qui arrive plus tard dans la vie finalement. Donc ça correspond assez bien à ce qui se passe dans nos vies en général. Et c'est pour ça que souvent on a une crise identitaire autour des 40 ans, parce qu'on se rend compte que parfois on monte les échelons et après on se retrouve en haut et on se dit mais est-ce que c'est vraiment là que je voulais être? Et peut-être qu'aujourd'hui mon besoin d'accomplissement il n'est pas assouvi. Donc on repart un petit peu de zéro. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Est-ce qu'il y avait d'autres Alors, commentaires ou questions? autre point, alors tu avais parlé d'une étude au moment c'était sur la page où il y avait plusieurs expressions de visage. Quelqu'un avait demandé si c'était possible de mettre le lien ou soit dans le chat ou l'étude, je sais pas quelle longueur ça a. Bah, sinon, faut chercher sur Google Proceeding of the National Academy of Science, Ohio State University. Donc, si vous tapez ça sur Google, vous allez tomber dessus. Sinon, là, parce que là, pour retrouver le lien, là, comme ça va être un peu long, je pense. Voilà, limite, on pourra peut-être le rajouter sur le lien qu'on enverra par la suite. Alors, oui, dans ce cas-là, oui. Il y avait juste une demande aussi de quelqu'un qui disait faire un mémoire sur les réflexes soft skills dans le management et qui se posait la question si l'intelligence émotionnelle était un de ces réflexes aussi, qu'elle a du mal à faire la différence, si c'est complémentaire ou intégré. Réflexe dans le quoi? Dans les soft skills, dans le management. D'accord. Je suis pas sûre de comprendre la question, mais définitivement, l'intelligence émotionnelle, ça fait partie des soft skills. Après, réflexe ou pas, je sais pas si c'est un réflexe. Je suis pas sûre de comprendre la question. Est-ce que tu peux me répéter la question entière? Oui, la personne donc fait un mémoire sur les réflexes soft skills dans le management. Il demande en Ouais. fait si l'intelligence émotionnelle est un de ces réflexes. Elle a du mal à faire la différence entre les deux. Si c'est complémentaire ou intégré en D'accord. fait. Ouais. J'aurais tendance à dire que l'intelligence émotionnelle permet d'avoir de meilleurs réflexes. Mais permet d'avoir de meilleurs réflexes parce que quels sont les réflexes dans les soft skills? Je ne sais pas de quel réflexe tu vas parler. Ouais, je ne sais pas de quel réflexe en soft skills tu veux parler, mais les réflexes, par exemple, d'avoir de l'empathie pour quelqu'un, le réflexe d'observer les émotions de l'autre et ses propres émotions, tout ça, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. Donc oui, là, c'est similaire. Si tu parles de ce genre de réflexe, on est en plein dedans. C'est exactement l'intelligence émotionnelle. Mais s'il y a peut-être d'autres réflexes qui vont en dehors de l'intelligence émotionnelle, mais je ne sais pas, de quel réflexe tu parles dans ton mémoire. Et J'espère une que... dernière question peut-être, c'était une personne, je pense que là ça peut intéresser d'autres personnes aussi, c'est une personne peut avoir un quotient émotionnel différent dans le milieu professionnel et dans le milieu privé. Ah Oui, je pense que ah. c'est une grande question. Là, il faut faire attention parce que si on a si on a les deux choses, ça veut dire que dans le milieu professionnel, on met une sacrée carapace et une sacrée armure. Ça veut dire que on se force et que le quotient émotionnel n'est pas forcément encore complètement intégré. Donc l'idée du quotient émotionnel, c'est vraiment de ne pas se forcer, que les choses deviennent une seconde nature. Donc peut-être que là, au travail, c'est encore... en fait, c'est vrai qu'on est obligé d'avoir un certain comportement. Il y a certains codes auxquels on est obligé d'adhérer et il y a certains comportements qui ne sont pas acceptables au travail, mais qui peut-être le sont à la maison.
Donc, c'est pas forcément que l'intelligence émotionnelle, elle varie selon qu'on est à la maison ou au travail. Je pense que c'est la même. Mais peut-être qu'on s'autorise plus de liberté à la maison et c'est normal. Et peut-être que ce qui est pas, c'est aussi ce qui est pas acceptable au travail, peut-être lié à la maison. Il y a des personnes à la maison qui sont peut-être beaucoup plus assertives ou beaucoup plus, pas forcément beaucoup plus violentes dans leurs propos, pas forcément violentes, mais enjouées ou directes. Et peut-être qu'on est peut-être moins direct au travail. Il y a peut-être des choses qui sont totalement acceptées à la maison, mais qui ne le sont pas au travail. Mais je pense que c'est pas une mauvaise chose de faire attention aussi à comment on s'exprime à la maison, parce que c'est pas parce que c'est toléré à la maison de se crier dessus qu'il faut le faire en fait. Voilà. Donc, je pense que l'intelligence émotionnelle, on l'a dans les deux cas, mais ça dépend du degré de ce qui est acceptable dans les différents domaines. Et une toute dernière peut-être qui est là pareil, comment mettre en valeur nos soft skills lors d'un entretien professionnel ou dans un domaine professionnel? Ben déjà, en étant réellement présent, la personne va tout de suite le sentir si dans un entretien, on est totalement présent et totalement en phase avec elle. Déjà, elle va sentir déjà cette soft skills et elle va se dire, tiens, la personne a un bon rapport. Elle va peut-être pas voilà, voir comment c'est fait, mais elle va déjà sentir ça. Et ensuite, avoir une vraie qualité d'écoute et de poser les bonnes questions. Donc ça démontre déjà des très bonnes soft skills. Et puis de donner des exemples aussi dans quel moment on a réussi à bien travailler en équipe, dans quel moment on a réussi à résoudre des conflits. Donc tout ça, c'est des questions peut-être que la personne va poser en entretien où c'est bien de se préparer à se dire voilà, comment est-ce que je réagis dans ces situations-là, et ça va démontrer mes soft skills. Mais déjà de comprendre ce que veut l'autre et de pouvoir s'adapter à son rythme de voix, à ce qu'elle recherche, de pouvoir comprendre quelle est son émotion du moment, de peut-être aussi, voilà, si on voit qu'elle n'écoute pas, aussi peut-être lui demander, ah, je vois que vous n'êtes pas, que peut-être je dois répéter ce que je viens de vous dire. Voilà, on peut très bien montrer qu'on est complètement à 100% en train de communiquer. Et que si la personne, elle part ailleurs aussi, de peut-être aussi la ramener au moment présent. Donc ça démontre de vrais soft skills. Soft skills. Je sais pas, il n'y a pas un équivalent français, c'est vrai que ça fait bizarre. Hein. Est-ce qu'il y Voilà, avait c'était autre chose? Ouais. non, c'était les principales questions. D'accord, super. J'espère Merci pour vos que ça a réponses. répondu à vos questions et j'espère aussi que la conférence vous a plu et que vous avez appris des choses. Merci beaucoup pour ton intervention, Birgit. Merci. Et puis, bah, peut-être à la semaine prochaine pour ceux qui sont intéressés par le coaching. Voilà, bon après-midi à tous encore et comme dit, Merci. au plaisir de vous retrouver lors des prochaines conférences. Merci, Bon merci après-midi Nathalie et encore. Lily aussi. Merci Birgit. Merci et Au merci à tous revoir. les auditeurs. Au revoir. Au revoir, bonne journée encore. Bonne journée.